Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques temps, on va pas beaucoup au cinéma. En effet, les salles sont fermées depuis octobre 2020 maintenant et leur avenir paraît assez incertain. Alors, on va pas aborder ici le débat de est-ce qu'il faudrait rouvrir les salles de cinéma ou pas, parce que je suis pas épidémiologiste ni virologue ou quoi que ce soit, et je pense que vous non plus. Ou alors, putain, bravo. Mais je trouvais quand même intéressant de se pencher un peu sur cette évolution que connaît le cinéma, notamment en rapport avec les arrivées des plateformes de streaming. Parce qu'en effet, on entend de plus en plus que les plateformes de streaming type Netflix, Amazon Prime, HBO Max ou Disney+, risquent de tuer le cinéma. Mais alors, qu'en est-il vraiment? Comment se dessine l'avenir du cinéma? C'est la question à laquelle j'ai décidé d'essayer de répondre, et pour cela, j'ai demandé à l'éminent youtubeur cinéma Durandal de répondre à quelques questions tout au long de la vidéo, vous verrez. On va donc d'abord aborder l'arrivée des plateformes de streaming, ce que ça change pour l'industrie du cinéma. Ensuite, on va aborder quelle résistance peut opposer cette industrie du cinéma aux plateformes de streaming type Netflix. Et enfin, on conclura sur le futur du cinéma et des salles de cinéma. Et je vous inviterai évidemment à mettre en commentaire votre avis, votre ressenti, votre point de vue là-dessus, parce que c'est intéressant, on en a tous un peu différent, je pense, en fonction de notre expérience. Et pour préciser, on va principalement se concentrer sur le cinéma grand public et américain et français, parce que c'est celui auquel on est le plus exposé, même si j'aborderai la question des films indépendants et des salles indépendantes de manière un peu succincte dans la vidéo. Mais bon, globalement, ça se concentre sur les gros succès au box-office. Dans un premier temps, il faut donc selon moi appréhender la menace qui est opposée au cinéma, à savoir Netflix. Pour rappel, Netflix c'est pas moins de 200 millions d'abonnés dans le monde et 7 millions en France. Ce qui est énorme. Mais c'est également plus d'une trentaine de nominations aux Oscars, il me semble, ce qui montre bien que c'est pas simplement une plateforme de diffusion des films et des séries, mais que Netflix participe activement à la construction du cinéma d'aujourd'hui. Et ce succès s'explique tout d'abord par la qualité du contenu qui est proposé. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais les séries ont globalement vu leur qualité augmenter drastiquement ces dernières années, avec le meilleur exemple d'entre tous, Game of Thrones, dont les derniers épisodes ont coûté à eux seuls plusieurs millions de dollars, et qui donne un résultat quasiment d'un film. Cette tendance a donc comme effet de resserrer la frontière entre le monde du petit écran et des séries et le monde du cinéma. Et même, je trouve intéressant de mettre en perspective la hausse globale de consommation des séries télé ces derniers temps. Depuis quelques temps, je remarque, et notamment auprès de ma génération des jeunes, et des moins jeunes aussi, que les gens consomment de plus en plus de séries télé bien plus que des films. Sachant que les jeunes d'aujourd'hui sont les consommateurs de demain, on peut se demander dans quelle mesure cette tendance risque pas d'affecter l'industrie cinématographique qui pourrait se retrouver reléguée au second plan derrière les séries. De plus, Netflix est associé à des grands noms du cinéma. On peut citer Martin Scorsese, Alfonso Cuarón, David Fincher, Aaron Sorkin ou même les frères Safdie. Sans compter les nombreux films qui ont eu du mal à trouver des financements ou même des distributeurs, notamment en France, et qui sont donc en France distribués par Netflix, alors qu'ils ne sont pas forcément directement produits par eux. Et dans l'autre sens, énormément de films français, et ça on s'en rend pas forcément compte, sont diffusés avant tout par Netflix à l'étranger. C'était le cas de Divine, mais c'est le cas de beaucoup de films français, même des comédies, etc. Et sur le marché, clairement, on assistait à un quasi-monopole de la part de Netflix. Ce qui a fini par intéresser d'autres grands noms du cinéma, notamment Disney avec Disney+, mais aussi Warner avec plus récemment HBO Max, qui n'est pas encore arrivé en France et qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Mais alors, en quoi c'est un problème? Le problème, c'est que désormais, les grands studios misent bien plus sur les sites de streaming que sur les salles de cinéma pour leurs futurs projets. Warner a d'ailleurs fait l'annonce retentissante que l'ensemble de ses films prévus pour 2021 sortiraient en même temps sur sa plateforme HBO Max et en même temps au cinéma. Ça a été le cas pour Wonder Woman 84, qui a donc fait un flop monumental au box-office. Évidemment, même si ce dernier est à nuancer, puisque déjà je prends le box-office uniquement américain, puisque dans les autres pays ça dépend, et surtout même aux États-Unis, la moitié des salles de cinéma étaient fermées au moment de sa sortie. Mais pour vous dire, pour son premier week-end, il a fait 13 millions de dollars contre 130 millions pour le premier. Et c'est logique parce que pour le prix d'un billet aux États-Unis, en sachant que là-bas ça coûte plus cher que chez nous, vous avez là un abonnement HBO Max, à savoir accès au film, mais aussi à tout un catalogue. Wonder Woman 84 a donc servi de produit d'appel pour engendrer des abonnements à une plateforme qui avait un peu du mal à démarrer. Voire même beaucoup. Le problème c'est que si tout le monde fait ce choix de HBO Max
plutôt que d'aller dans une salle de cinéma, ces dernières risquent de s'effondrer et de ne plus exister. Bref, vous vous dites que c'est pas grave, que c'est juste la loi de l'offre et de la demande et que ça s'adapte. Sauf que ça risque d'influer aussi sur le contenu. Par exemple, Disney a annoncé énormément d'investissements pour Disney+, par exemple les séries Star Wars et même les séries Marvel qui vont aller donc directement sur Disney+, et on voit qu'il y a une proportion beaucoup plus importante des plateformes de streaming dans les investissements des grands noms. Logique, puisque avant elles n'existaient même pas. Sauf que la rentabilité avec un abonnement unique à une dizaine d'euros par mois et un billet payé 15 € pour une salle de cinéma, c'est pas la même. Du tout. Et donc forcément, si jamais ça rapporte moins, on est obligé d'investir moins pour faire un film. D'ailleurs, il y a des soupçons sur le fait que les films Netflix soient réalisés comme des téléfilms, puisqu'il n'y a pas le même budget. Mais pour le coup, je vais laisser Durandal vous expliquer tout ça, il le dit bien mieux que moi. Aucun service de streaming ne communique véritablement sur ses méthodes de travail. Sur le principe, la VOD est considérée comme de la télévision, et donc les films qui sont produits pour la VOD sont en principe produits avec un budget et un système de production de télévision. Cela dit, tout ce qui sort en VOD n'a pas été produit directement par une plateforme de VOD, il y a aussi des films qui sont rachetés par exemple par Netflix, ou dans lesquels ils sont des coproducteurs et non pas les seuls producteurs, donc ça peut aussi apporter certaines variations. Grosso modo, un film de cinéma, on doit tourner 2 minutes utiles par jour. Entre les plans larges, les gros plans, les champs contre champs, etc., tout ce qu'on a tourné dans la journée, à la fin, une fois monté, doit amener à 2 minutes 30 maximum au cinéma. Quand on passe en téléfilm et en production télé en général, ce qui est grosso modo la production de la VOD, on doit tourner entre 5 et 7 minutes utiles par jour, voire pour certains programmes qui sont vraiment plus low cost que les autres, entre 15 et 17 minutes par jour. Ce qui est énorme. 2 minutes pour le cinéma, c'est en gros la durée d'une page. On estime que pour transcrire une page de scénario du texte à l'écran, une seule page donne 2 minutes de film. Pour tourner donc 5 à 7 minutes de film par jour, il faut tourner beaucoup dans la même journée, ce qui généralement se fait avec une économie particulière qui est basée sur beaucoup de dialogues, qui peuvent donc être tournés dans très peu de lieux, et des lieux qui généralement coûtent pas trop cher. Le problème de ces productions VOD télévision, c'est qu'on a un budget qui est pas forcément équivalent à celui du cinéma, même si parfois on s'en rapproche. Maintenant, comme je le dis, sur les films, on n'a pas vraiment de réponse claire et définitive. J'ai essayé de regarder tout un tas d'interviews, j'ai essayé de regarder certains making-of, pas tous, parce qu'il y a quand même beaucoup de films sur Netflix. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire combien de minutes utiles étaient tournées par jour, et généralement c'est pas le genre de détails qu'on va essayer de donner comme ça, quoi. Déjà le budget, c'est parfois compliqué de l'avoir, donc je peux pas te donner de réponse définitive, mais en principe, la VOD est considérée comme une économie de télévision. Si on regarde les budgets de Netflix par exemple, c'est exactement les budgets qui sont mis sur des séries et sur des téléfilms par exemple. Donc a priori on doit se rapprocher d'un système de production téléfilm qui tourne donc 5 à 7 minutes utiles. Mais ça peut aussi dépendre des films selon les systèmes de production, s'ils sont rachetés par Netflix, etc. comme je l'ai dit au début. Et c'est vrai, comment imaginer un studio de cinéma investir autant que dans un Avengers pour le sortir sur une plateforme de streaming, sachant que les résultats vont être très faibles. Bref, ça sent pas forcément bon. Et donc là, on pourrait penser que c'est la fin du cinéma tel qu'on le connaît, que Netflix va à terme remplacer les salles de cinéma, va se mettre à produire ses propres films, chaque studio va se mettre à produire ses propres films pour sa plateforme de streaming, et qu'on regardera tous des films depuis chez nous, et donc la qualité des films va baisser. Sauf qu'il faut quand même nuancer cette position. Tout d'abord, le confort de visionnage entre notre salon ou la salle de cinéma n'est absolument pas le même. Mais pour le coup, je vais encore une fois laisser Durandal expliquer en quoi la salle de cinéma représente quand même aujourd'hui la meilleure expérience pour regarder un film. N'en déplaise à ceux qui les regardent sur téléphone. Pour peu que la salle soit dans un bon état, c'est le caviar de la projection de film, c'est la meilleure façon d'apprécier son film. On a la meilleure qualité d'image possible, le plus grand nombre de couleurs possible, la meilleure compression, on a une compression qui est bien supérieure à celle qu'on pourrait avoir même sur un Blu-ray, y compris un Blu-ray 4K. On a toute l'installation sonore, généralement une très bonne isolation, les murs noirs qui font que tu peux rien voir d'autre que l'écran pour peu que tu regardes pas ton putain de portable. D'un autre côté, c'est pas parce que c'est la meilleure que c'est la seule qui existe. T'as le droit de regarder d'une autre façon, le caviar c'est pas à tous les repas forcément. Mais bien évidemment, si tu veux apprécier un film de la meilleure façon possible, en salle c'est beaucoup mieux. Pour peu qu'il y ait une cohésion au niveau du public également. Si jamais vous allez voir un film d'horreur et qu'il y a une petite bande qui est en train de faire les crétins dans un coin, évidemment ça gâche le film plus qu'autre chose. Mais ça, ce sont les aléas de la vie. On sait pas ce qu'il va y avoir dans la salle avant d'aller voir le film, et c'est un peu la surprise, mais globalement,
quand ça se passe bien, une projection cinéma, c'est la meilleure façon de voir un film, bien sûr. Et tout ça, c'est sans compter les problèmes engendrés par Netflix, déjà si vous n'avez pas une très bonne connexion, mais même globalement, la qualité est moins bonne en fonction du navigateur que vous utilisez. Il y a Enzo Panda qui l'a expliqué dans sa dernière vidéo. Si jamais vous êtes sur Google Chrome, et ben vous aurez même pas accès au film en vraie bonne qualité. Autre argument contre la fin du cinéma tel qu'on le connaît, et là pour le coup on va se recentrer sur le cas français, la fréquentation des salles n'est pas en baisse, hors 2020, évidemment. Elle a même connu une hausse assez importante, passant de 150 millions dans les années 90, début des années 2000, à aujourd'hui autour de 200 millions. Bon voilà, il y a des années où ça baisse un peu, il y a des années où ça remonte. Globalement, ça va. Bref, donc à ce niveau-là, la salle de cinéma ne semble pas mourir, et pourtant Netflix existait il y a 3-4 ans, et c'est pas pour autant qu'on a vu la fréquentation s'écrouler. De même, l'idée selon laquelle les séries pourraient remplacer à terme les films, ou même auraient une influence sur la manière dont on pourrait faire les films, est aussi à remettre en question. On entend souvent, et moi le premier, je continue quand même un peu de le penser, qu'il y a une sorte de sérialisation des films, où en fait on se retrouve avec par exemple les films du MCU qui ressemblent plus à des épisodes de série avec un cliffhanger à la fin et qui forment un tout construit avec des saisons qui correspondent aux phases, qu'un vrai film à part entière. Mais en fait, ça a toujours existé. Faut quand même se rappeler que les seules histoires qui sont sérialisées et qui ensuite donnent des franchises sont justement ce qu'on appelle les franchises. En dehors du MCU et éventuellement du Wizarding World pour Harry Potter, du DCEU, etc., on a quand même très peu de contenus qui sont racontés de façon sérialisée. On a quand même une dizaine de films MCU, DCEU et de suites, etc. qui sortent tous les ans. Il y a aussi 500 ou 400 autres films dans chaque pays. En France, on produit pas loin de 200-300 films par an, peut-être même 400, je sais plus. Les États-Unis, c'est pareil. Donc il y a quand même une gigantesque majorité des films qui ne sont pas sérialisés. On sérialise pour fidéliser le spectateur quand on a de grosses franchises, quand on sait qu'on pourrait faire revenir beaucoup de gens en salle, ce qui d'ailleurs est quelque chose qui n'est pas du tout récent. Les gens semblent parfois oublier que, par exemple, La Planète des Singes, qui est juste là, a sorti 5 films en l'espace de 6 ans, ou de 7 ans je crois, dans les années 70. Faire des franchises, il y a eu une série télé également qui est sortie, tout comme aujourd'hui on fait des séries télé qui sont adaptées de certains films, même des films qui parfois sont sortis il y a très très longtemps. Donc il n'y a rien de neuf au côté franchise, sérialisation, produits dérivés, etc. etc. On a peut-être l'impression que ça se fait plus parce que maintenant il marche encore plus. Je veux dire, les films du MCU, c'est un des plus gros moteurs du cinéma de ces 10 dernières années. Donc évidemment, on a l'impression d'un coup que tous les récits deviennent très sérialisés. Mais en fait, il y en a très peu qui le sont. C'est juste que certains des plus gros le sont. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que ça arrive plus souvent. Mais a priori, non, ça n'a pas lieu plus maintenant qu'avant. En réalité, le visionnage des séries va selon moi beaucoup plus impacter le temps que l'on passe sur YouTube, dommage, mais aussi et surtout le temps qu'on va passer devant la télé. Alors, j'ai pas du tout envie de paraître anti-télé parce que je suis pas spécialement, mais donc les salles de cinéma à ce niveau-là paraissent plutôt épargnées pour moi. Et surtout, en France, l'action publique, à savoir l'État à travers des subventions, protège énormément les salles de cinéma. Tout d'abord par le biais des cinémas d'art et d'essai, que je ne peux que vous conseiller. Dans plein de petites villes, il y en a, et qui dépendent donc plutôt des subventions, plutôt que de la demande et de la fréquentation des gens, qui en plus de toute façon sont rarement le même public qui passe ses soirées devant Netflix. Sans vouloir faire de clichés, hein. C'est pour y être allé pas mal, c'est pas trop le même type de gens. Il en va de même pour le cinéma français et même le cinéma un peu plus indépendant. Alors effectivement, le CNC dépend de la fréquentation des salles puisqu'il récupère une bonne partie de l'argent que vous dépensez dans le billet que vous achetez, mais comme je l'ai dit, la fréquentation des salles est pas spécialement en baisse. Je vois pas pourquoi le CNC arrêterait de financer le cinéma français. Enfin, il y a la fameuse chronologie des médias qui vient protéger le cinéma. C'est la loi selon laquelle un film peut être diffusé uniquement 3 ans après sa sortie en salle sur une plateforme de streaming. Canal+ ayant le droit à une exception avec une fenêtre de tir beaucoup plus courte puisqu'il finance en grande partie le cinéma français. Mais alors, avec ces arguments des deux côtés, à quoi ressemblera le cinéma de demain ? Et Netflix en sera-t-il le bourreau? Bon, tout d'abord, au niveau de la chronologie des médias, il y a une nouvelle qui pourrait être interprétée comme une mauvaise nouvelle, puisque Netflix va bénéficier d'une réduction à 1 an ou moins. Alors, les négociations sont encore en cours, mais le résultat devrait bientôt tomber. Bon, pour le coup, on est quand même encore loin du modèle américain, où c'est 17 jours actuellement. Et d'un côté, ça pose quand même problème, parce qu'on sait qu'à partir du moment où un film est sur une plateforme de streaming aux États-Unis, il est en téléchargement illégal en France de manière très
très accessible. Donc on est clairement sur une tendance à la baisse et à la réduction de la chronologie des médias. Mais d'un autre côté, il faut quand même avouer que 3 ans, c'était beaucoup, voire trop. Mais ce qui pourrait paraître comme une mauvaise nouvelle en apparence, cache en réalité une bonne nouvelle, c'est que désormais Netflix consent à investir 25% de son chiffre d'affaires français dans des œuvres cinématographiques françaises. Ce qu'ils refusaient de faire jusqu'à présent. Et ce qui explique la réduction de la fenêtre de la chronologie des médias pour eux. Et on voit alors que le streaming et le cinéma sont pas forcément incompatibles. Comme à l'arrivée de la télévision, ça entraîne des changements, ça entraîne des évolutions, c'est un peu un saut dans le vide, mais ça n'a pas que des côtés néfastes. Certes, ça a été accéléré par la pandémie, mais aujourd'hui, il faut aussi se rendre compte que le streaming donne accès à un catalogue et à donc une culture cinématographique à des personnes qui, par exemple, habitent loin des cinémas, ou même peuvent disposer de films qui ne sont pas transmis dans les salles de cinéma, qui sont très chers en DVD ou en Blu-ray, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus accessible, et en plus, en VO, quand même. Le principal. Cependant, il faudra quand même se méfier de certaines tendances, notamment venues des États-Unis. Il faut savoir que les décrets Paramount, c'était dans l'âge d'or hollywoodien, en fait, chaque studio de cinéma possédait sa propre salle de cinéma, où il ne diffusait que des films. Genre Paramount avait son cinéma, qui diffusait que des films Paramount toute la journée. Et en gros, il y avait eu un décret pour interdire ça, parce que ça laissait aucune place aux autres films. Et elle vient d'être abrogée, sachant que beaucoup de salles de cinéma vont faire faillite et vont fermer, notamment aux États-Unis. On n'est pas à l'abri que Disney décide de racheter 20% du parc américain et de faire des salles qui diffusent uniquement du Disney toute la journée. Et si ça peut paraître alléchant, comme j'ai dit, ça réduit quand même énormément la diversité du cinéma. Mais en soi, pour les salles de cinéma, il y a peu de chances que la fréquentation diminue. Et Durandal l'explique très bien. Alors c'est très compliqué de faire des estimations là-dessus, j'ai pas d'études qui essayent de voir l'évolution possible des différents, de ces deux différents domaines, sachant que la plupart des Français, la plupart des spectateurs dans l'année ne vont voir qu'entre 1 et 5 films par an en salle. La plupart des gens vont pas si souvent que ça en salle, et la télé n'a pas empêché les gens de faire leur 1 à 5 séances par an, le DVD, la VHS, la VOD n'ont pas empêché jusque-là les gens de faire leur 1 à 5 séances par an, donc a priori je vois pas trop de raison que ça change, surtout si la plupart des films continuent à sortir d'abord en salle, et ensuite en VOD. C'est aussi quelque chose qui maintient aussi le succès de la salle. Évidemment je suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal non plus, mais je pense pas que le streaming va amener une baisse particulièrement importante du nombre de spectateurs en salle, s'il mène à une baisse, quelle qu'elle soit, quoi. Cela dit, ça dépend bien évidemment du contexte. Le contexte de pandémie, c'est pas exactement le même contexte que quand toutes les choses vont, quand tout va bien et que les fleurs sont écloses et que les gens chantent, etc., etc., quoi. Surtout qu'après la crise, il y aura probablement un effet rebond. Ça s'est vérifié avec les librairies qui avaient été fermées pendant le confinement et qui, à la fin du confinement, quand elles ont réouvert, ont fait des chiffres d'affaires records qu'elles n'avaient jamais vus parce que les gens se sont mis à acheter en librairie alors qu'ils ne le faisaient pas forcément avant la crise. Et ça risque d'être la même chose. Tout le monde va peut-être un peu se précipiter sur les cinémas quand ils vont réouvrir et que ça sera safe d'un point de vue sanitaire. Donc ça n'ira probablement pas jusqu'à compenser les pertes qui ont été liées à ça, mais ça évitera peut-être la faillite de nombreuses salles. Surtout que l'industrie du cinéma reste quand même très attachée aux salles. On a vu Denis Villeneuve ou même Christopher Nolan qui se sont fermement opposés à Warner par rapport à leur décision de publier en même temps sur HBO Max, même si cette décision de toute façon c'est que pour 1 an, pour l'instant. De même, Steven Spielberg a dit qu'il ne croyait pas à la fin des salles de cinéma. Globalement, je pense pas qu'il y ait forcément raison de s'emballer et de s'inquiéter. Mais c'est vrai qu'il faut rester attentif à la situation. Et si jamais on veut garder les salles de cinéma, c'est aussi à nous d'y retourner. Enfin, le cinéma et les séries à travers les plateformes de streaming ne sont pas forcément incompatibles et peuvent même s'intégrer. On a l'exemple parfait entre guillemets en ce moment avec WandaVision qui, il me semble, fonctionne très bien sur Disney+, et qui découle directement d'une franchise qui sort en salle de cinéma et qui va probablement continuer de sortir en salle de cinéma parce que comme je l'ai dit, des films de cette envergure-là, de toute façon, ils sont faits pour les salles de cinéma et ne peuvent se permettre de se passer de ces salles, ne serait-ce que d'un point de vue économique. On peut même penser à une réinvention avec, pourquoi pas, de plus en plus de séries diffusées au cinéma. Vu que actuellement c'est un format qui plaît particulièrement au public, pourquoi pas, personnellement j'avais fait une soirée spéciale pour l'anniversaire de Friends, il me semble, où ils avaient diffusé 10 épisodes de Friends au cinéma et c'était super sympa. Et pourtant je les avais déjà vus et voilà, mais parce qu'il y avait une ambiance, il y avait des gens autour de nous, il y avait des pop-corn. Et parfois ça peut être cool aussi. Pour des grands événements, par exemple les 3 derniers épisodes de Game of Thrones,
Je pense que beaucoup de gens auraient aimé le vivre dans une salle de cinéma, un peu de la même manière que le Rocky Horror Picture Show. Aussi, beaucoup de spécialistes disent qu'il y aura peut-être de plus en plus d'interactivité aussi dans les salles de cinéma. Ça se voit aussi avec la 4DX. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, honnêtement. Dites-moi, est-ce que vous remarquez que vous allez de moins en moins au cinéma ? En dehors de l'année dernière évidemment. Est-ce que vous pensez que petit à petit Netflix va pouvoir remplacer le cinéma ou au contraire vous pensez que pas du tout et vous avez qu'une hâte c'est de retourner dans les salles? Merci énormément à Durandal d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Il a fait une vidéo lui aussi la semaine dernière sur les salles de cinéma contre la VOD où il donne un peu plus son avis etc. N'hésitez pas à aller la voir qui complète bien ma vidéo et il y a pas mal de points communs. Promis c'est pas fait exprès. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire et à vous abonner. À l'heure où je vous parle, on est très proche des 100 000 abonnés, donc ça serait super cool qu'on les atteigne. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche 15 h. Suivez-moi sur Instagram pour savoir le sujet. Attention, le YouTube Game va être renversé. Voilà, je vous préviens, le YouTube Game ne sera plus le même qu'avant. Après cette vidéo. C'est clair et net. À dimanche prochain à 15 h. Merci à tous. C'était Adam Bros. Merci à Durandal. Ciao!